Le 29 mars 1461, le matin du dimanche des Rameaux, entre 50 000 et 80 000 Anglais se rassemblèrent sur une plaine enneigée près du village de Towan, dans le Yorkshire, et se préparèrent à s'entretuer dans une bataille qui allait devenir l'affrontement le plus sanglant jamais livré sur le sol britannique. Il ne s'agissait pas d'une invasion étrangère ni d'une défense contre une conquête du pays. Ici, l'Anglais combattait l'Anglais, le cousin combattait le cousin et le père combattait le fils dans une guerre civile si cruelle que les chroniqueurs contemporains l'appelaient le massacre des hommes. La guerre des 2 Roses faisait rage depuis déjà 6 ans. C'était un conflit dynastique entre la maison d'York et la maison de Lancastre pour la suprématie sur le trône anglais. D'un côté se tenaient les troupes d'York, environ 36 000 hommes sous le commandement d'Édouard Rive, âgé de 19 ans, qui s'était proclamé roi seulement 3 semaines auparavant. De l'autre côté se tenait l'armée des Lancastre, environ 42 000 soldats combattant pour le roi Henri VI et la reine Marguerite d'Anjou. Alors que les armées formaient leur ligne de bataille dans la pénombre du petit matin, une tempête de neige commença à souffler du sud, poussant une neige aveuglante directement dans le visage des unités lancastriennes. Avant que la bataille ne se termine 10 heures plus tard, plus de 28 000 hommes étaient morts. Certaines estimations suggèrent jusqu'à 38 000 morts, ce qui fait de cet affrontement non seulement la bataille la plus sanglante d'Angleterre, mais peut-être aussi la journée de combat la plus meurtrière de l'histoire de l'Europe médiévale en termes de pourcentage de combattants tombés. La rivière Cackbeck était tellement encombrée de corps que les survivants pouvaient traverser sur des ponts formés de cadavres. La neige se teinta de rouge sur des kilomètres et la noblesse anglaise fut tellement décimée que le paysage politique du royaume en fut durablement modifié. Pour comprendre l'horreur absolue de la bataille de Towan, nous devons comprendre la brutalité de la guerre des 2 Roses. Il ne s'agissait pas d'une guerre chevaleresque avec des règles et des rançons. C'était une guerre totale, où le vaincu faisait face à l'exécution, à la confiscation de ses titres et terres, et à la destruction de lignées entières. Le conflit débuta en 1455, lorsque Richard, duc d'York, contesta le règne faible du roi Henri VI, qui souffrait d'accès de maladie mentale. L'épouse française d'Henri, Marguerite d'Anjou, contrôlait de facto la faction des Lancastre et était déterminée à conserver le trône pour son fils. Les York croyaient avoir un meilleur droit au trône en raison de leur descendance d'Édouard II. Entre 1455 et 1461, plusieurs batailles furent livrées, remportées par les 2 camps, mais chaque bataille successive devenait progressivement plus cruelle. Après la seconde bataille de Saint-Alban en février 1461, les Lancastre permirent à leurs unités du Nord, des hommes de la frontière écossaise, qui étaient essentiellement des pillards professionnels, de se frayer un chemin vers le sud de l'Angleterre par le pillage. La violence brute choqua les contemporains. Des villages entiers furent brûlés. Des femmes furent violées. Des églises furent pillées. Cela suscita une haine immense envers les Lancastre et renforça le recrutement pour les troupes d'York. Lorsque Édouard York, fils du défunt Richard, duc d'York, se proclama roi et Édouard arrive à Londres le 4 mars 1461, il surfait sur une vague de soutien populaire dans le sud de l'Angleterre. Cependant, les Lancastre contrôlaient toujours le nord avec une armée plus importante. Les 2 forces devaient se rencontrer à Towan à la fin du mois de mars pour régler la question une fois pour toutes. Le déplacement vers Towan signifiait pour les 2 armées une marche dans des conditions hivernales brutales. Édouard IV mena son armée yorkiste vers le nord depuis Londres à travers la neige et la pluie verglaçante, parcourant environ 180 000 en 13 jours. Cette marche épuisante laissa ses soldats fatigués et affamés, mais aussi endurcis et prêts au combat. L'armée lancastrienne, sous le commandement du duc de Somerset et d'autres chefs, prit position près de Towan, à un endroit stratégique contrôlant la route vers York. Les 2 camps comprenaient que cet affrontement serait décisif. Celui qui perdrait serait détruit. Le 28 mars, la veille de la bataille principale, les unités avancées d'York sous le commandement de Lord Fauconberg livrèrent un combat préliminaire à Ferrybridge en tentant de traverser la rivière Aire. Les Lancastre attaquèrent et tuèrent plusieurs milliers d'Yorkistes dans un combat féroce. Parmi les morts figurait le noble Yorkiste Lord Fitzwete. Les Yorkistes parvinrent cependant à sécuriser le passage et l'armée principale d'Édouard traversa la rivière le soir même et marcha vers Towan. Les armées passèrent la nuit du 28 au 29 mars campées à proximité l'une de l'autre, sachant que l'aube apporterait la guerre totale. Les sources contemporaines décrivent des soldats se confessant aux prêtres et rédigeant leur testament, car ils comprenaient que demain beaucoup d'entre eux mourraient. Les commandants des 2 camps auraient donné l'ordre qu'aucune pitié ne soit accordée aux nobles capturés, ce qui signifiait que contrairement à la plupart des batailles médiévales,
où les aristocrates étaient capturés pour rançon, cette bataille se livrerait à la vie et à la mort. Le champ de bataille de Towon était constitué d'une plaine entre les villages de Towon et Saxton, large d'environ 1000 verges et longue de plusieurs milles, s'inclinant doucement vers le ravin de Cackbeck sur l'aile droite des Lancastres. Le terrain n'offrait aucun avantage évident à l'un ou l'autre camp, bien que les Lancastres tinssent initialement des positions légèrement plus élevées. Les deux armées étaient composées presque exclusivement d'infanterie, car la guerre médiévale anglaise était passée de batailles dominées par la cavalerie à l'infanterie avec des archers longs. Les Yorkistes alignèrent environ 36 000 hommes, dont environ 12 000 archers longs. Les Lancastres avaient environ 42 000 hommes, dont jusqu'à 15 000 archers. Il s'agissait des plus grandes armées jamais rassemblées en Angleterre, bien plus grandes qu'à Azincourt ou lors de toute bataille anglaise précédente. La plupart des soldats étaient des gens du peuple, des fermiers libres et des citadins, enrôlés ou payés pour combattre. Ils portaient de simples gambisons ou brigantines et maniaient des vouges, des haches d'armes et des épées. Les nobles et les hommes d'armes portaient des armures de plate et combattaient à pied aux côtés de leurs unités. Il ne devait pas s'agir d'un affrontement de cavalerie, mais d'une bataille d'infanterie écrasante, où la phase initiale devait être déterminée par le tir à l'arc. À l'approche de l'aube du 29 mars, les deux armées formèrent leur rang de bataille dans l'obscurité, mais la visibilité était exécrable, car une tempête de neige commençait à se renforcer depuis le sud. Le blizzard qui frappa Towon le matin du dimanche des Rameaux n'était pas inhabituel pour la fin mars dans le Yorkshire, mais il s'avéra être un facteur décisif. Les chroniques contemporaines décrivent le vent poussant la neige directement dans le visage des unités lancastriennes, qui étaient déployées face au sud vers les lignes yorkistes. Les yorkistes, tournés vers le nord, avaient le vent dans le dos. La visibilité était réduite à 50 verges au mieux. Selon certains témoignages, les soldats ne voyaient même pas leur propre bannière. Lord Fauconberg, commandant l'avant-garde yorkiste, reconnut immédiatement l'opportunité tactique. Il ordonna à ses archers d'avancer à portée de tir des lignes lancastriennes, de tirer une salve de flèches puis de se retirer. Le vent porta les flèches yorkistes plus loin que d'habitude et elles s'abattirent sur les lignes lancastriennes avec toute leur force. Les archers lancastriens, aveuglés par la neige et incapables de voir clairement les positions yorkistes, tirèrent en retour dans la tempête, mais leurs flèches tombèrent avant la cible, épuisées par leur vol contre le vent, et se plantèrent inoffensivement dans le sol enneigé. Les archers yorkistes avancèrent alors, ramassèrent les flèches lancastriennes tombées et les tirèrent en retour. Cet échange de tirs dura peut-être 1 heure, les flèches yorkistes tuant et blessant les Lancastres, tandis que ces derniers n'obtenaient rien. Des milliers de soldats lancastriens furent touchés par des flèches qu'ils ne voyaient pas venir à travers la neige aveuglante. L'effet psychologique fut dévastateur. Les hommes mouraient sans voir leur tueur. Les commandants lancastriens, voyant leur avant-garde détruite par des flèches invisibles, prirent la décision fatale d'avancer et de réduire la distance avec les yorkistes, abandonnant ainsi leur position défensive et chargeant à travers la neige en bas de la colline. L'attaque lancastrienne commença vers 9 h du matin et transforma la bataille en une mêlée d'infanterie massive qui allait durer 10 heures sans interruption. 42 000 soldats lancastriens en formation de bataille lâche avancèrent à travers la tempête vers les lignes yorkistes. Lorsqu'ils émergèrent de la neige aveuglante et heurtèrent l'armée yorkiste, la bataille se transforma en un combat d'homme à homme sur un front large d'environ 1000 verges. Les soldats combattaient avec des vouges, des haches d'armes, des épées, des marteaux de guerre et des dagues. La vouge était une arme d'ast avec une lame crochue conçue pour tirer les adversaires vers le bas ou pour frapper avec une force brutale. La hache d'arme était plus courte mais plus lourde, capable d'écraser les armures ou de fracasser les crânes. On combattait face à face, bouclier contre bouclier, dans la pression écrasante de milliers d'hommes, où les premiers rangs s'entretuaient tandis que les rangs arrière poussaient vers l'avant par-dessus les corps des tombés. Les récits contemporains décrivent le bruit comme assourdissant, les cris des hommes, le cliquetis des armes sur les armures, les ordres criés et les gémissements des blessés. La neige transforma le champ de bataille en un enfer. Les hommes glissaient sur la glace et le sang. Les corps s'empilaient et créaient des obstacles qu'il fallait escalader. Les blessés tombés et étaient piétinés par leurs propres compagnons d'armes. La bataille n'avait pas de ligne de front claire, seulement des zones de combat chaotiques où des milliers d'escarmouches individuelles se fondaient en un carnage général. L'attaque initiale des Lancastres fut un succès. Leur supériorité numérique commença à repousser les Yorkistes. Édouard IV, bien qu'âgé de 19 ans seulement, mais déjà un commandant expérimenté et un homme physiquement imposant mesurant 6 pieds 4 pouces, combattit personnellement dans les premiers rangs, encourageant ses unités et empêchant un effondrement total.
Les sources contemporaines décrivent Édouard combattant comme un lion, tuant personnellement plusieurs adversaires et refusant de reculer malgré plusieurs blessures. La supériorité numérique lancastrienne se faisait cependant sentir. La ligne yorkiste fléchit puis commença à se briser en plusieurs endroits. Vers le milieu de la matinée, les yorkistes avaient été repoussés de plusieurs centaines de verges, reculant constamment et subissant de lourdes pertes. Si la bataille avait continué de cette manière, les Lancastres auraient gagné par simple épuisement de l'ennemi. Mais vers midi, la situation tactique changea dramatiquement lorsque les renforts yorkistes arrivèrent. Le duc de Norfolk, qui avait été retardé lors de la marche vers le nord, arriva avec plusieurs milliers de soldats frais et frappa l'aile gauche des Lancastres. Cette attaque de flanc provoqua le chaos dans la formation lancastrienne. Les soldats qui poussaient jusqu'alors vers l'avant se retrouvèrent soudain attaqués par le côté. Les unités tentèrent de faire face à la nouvelle menace, créant des brèches dans leurs lignes. Les yorkistes, sentant le changement de dynamique, passèrent à la contre-attaque sur tout le front. Ce qui était jusqu'alors une avancée lancastrienne se transforma en une mêlée confuse où aucun camp n'avait un avantage clair et où l'épuisement devint le facteur dominant. Les combats se poursuivirent pendant des heures sans qu'aucun des camps ne cède. C'était inédit. La plupart des batailles médiévales duraient au maximum quelques heures avant qu'un camp ne prenne la fuite. Toulon dura 10 heures parce que les deux camps comprenaient que perdre signifiait la mort. Il n'y avait pas de rançon, pas de pitié, pas d'échappatoire. Chaque soldat savait que si son camp perdait, il serait traqué et tué. Cela transforma Toulon en un combat de désespoir absolu, où les hommes combattaient au-delà des limites de l'endurance humaine normale. Les soldats blessés continuaient de se battre jusqu'à ce qu'ils tombent. Les unités ayant perdu la moitié de leurs hommes continuaient le combat. Les corps s'empilaient si haut dans certaines zones qu'ils formaient littéralement des murs qu'il fallait escalader pour atteindre l'ennemi. Le ravin de Cackbeck sur l'aile droite des Lancastres devint un piège mortel. Lorsque l'armée lancastrienne commença à s'effondrer en fin d'après-midi, les soldats de cette aile tentèrent de battre en retraite à travers le Cackbeck, un petit ruisseau dans un ravin aux parois abruptes, mais la pente était glacée raide. Les hommes en armure ne parvenaient pas à la remonter. Ils tombaient dans le ruisseau et se noyaient sous le poids de leur armure. D'autres tombaient sur eux. Le Cackbeck fut tellement bloqué par les corps que les survivants traversaient littéralement sur les cadavres. Les sources contemporaines rapportent que l'eau coula rouge de sang pendant plusieurs jours après. Une chronique mentionne que les corps firent barrage au ruisseau, le faisant déborder, et que les amas de sang et de corps créèrent un pont permettant aux yorkistes de poursuivre les Lancastres en fuite de l'autre côté. Tard dans l'après-midi, vers 4 ou 5 heures, l'armée lancastrienne finit par se briser. Après 10 heures de combat ininterrompu, épuisés au-delà de toute limite et ayant probablement perdu la moitié de leurs effectifs, les Lancastres commencèrent à fuir. Les yorkistes les poursuivirent sans pitié. Édouard IV donna des ordres clairs, ne faire aucun prisonnier. La poursuite se transforma en un massacre qui se prolongea sur des kilomètres. Les Lancastres en fuite furent abattus par derrière par la cavalerie et l'infanterie yorkiste. Certains tentèrent de se rendre, mais furent tués quand même. D'autres fuyaient vers le village de Tadcaster, à 6 milles de là, tandis que les yorkistes les traquaient dans la neige. Les sources contemporaines décrivent des corps bordant la route sur plusieurs milles. Les villages entre Toulon et Tadcaster devinrent le théâtre d'un carnage, les yorkistes traquant les Lancastres cachés dans les bâtiments et les tuant. La poursuite continua jusqu'à ce que l'obscurité rende impossible toute nouvelle tuerie. Lorsque la nuit mit enfin un terme au massacre, le champ de bataille et la campagne environnante étaient couverts de morts. La neige, qui était tombée toute la journée, était teinte de sang sur une zone de plusieurs milles carrés. L'ampleur des pertes choqua même les témoins contemporains qui avaient vécu de nombreuses batailles. Les estimations prudentes font état de 28 000 morts. Certains chroniqueurs affirmèrent qu'ils étaient 38 000. Si les estimations les plus élevées sont exactes, environ la moitié de tous les combattants périrent à Toulon, un taux de perte presque inouï dans la guerre médiévale. À titre de comparaison, environ 8 000 hommes au total tombèrent à Azincourt. Toulon en tua 3 à 4 fois plus en une seule journée. Les conséquences de la bataille de Toulon furent tout aussi brutales. Édouard IV ordonna que les nobles lancastriens capturés soient exécutés sans procès. La famille royale s'enfuit vers le nord en Écosse, mais de nombreux nobles moins importants furent capturés et décapités dans les jours suivant la bataille. Les corps des morts furent laissés sur le champ de bataille pendant plusieurs jours, car ils étaient trop nombreux pour être enterrés rapidement. Les habitants finirent par les enterrer dans des fosses communes, mais l'énorme quantité de cadavres dépassait les capacités des villages environnants.
Des fouilles archéologiques à Toulon dans les années 1990 ont révélé une fosse commune contenant environ 50 corps, ce qui ne représente cependant qu'une fraction des morts. L'analyse des squelettes a révélé des blessures horribles, des crânes fendus par des coups d'épée, des os faciaux écrasés par des marteaux de guerre et des preuves de nombreux coups à la tête, suggérant que les soldats étaient frappés à répétition même lorsqu'ils tombaient au sol. Les preuves forensiques confirment les rapports des chroniqueurs sur une brutalité sauvage. Ces hommes ne sont pas morts d'une mort propre. Ils ont été hachés et battus à mort dans un combat rapproché qui ressemblait plus à une boucherie qu'à une guerre. Les conséquences politiques furent immédiates. Édouard IV consolida sa position sur le trône. Henri VI, Marguerite d'Anjou et leurs fils s'enfuirent en Écosse et finalement en France, où ils continuèrent la résistance, mais ne menacèrent plus sérieusement Édouard jusqu'en 1470. La cause lancastrienne était brisée, leur noblesse décimée et leur armée détruite. La guerre des 2 Roses se poursuivit sporadiquement pendant 24 ans encore. Toulon fut cependant l'affrontement décisif qui régla le conflit pour une génération. Le coût humain de Toulon s'étendit bien au-delà du champ de bataille. 28 000 à 38 000 hommes morts en un seul jour signifiait que presque chaque famille du nord de l'Angleterre avait perdu quelqu'un. Des villages se dépeuplèrent. Des communautés entières perdirent leurs jeunes hommes. L'impact économique fut sensible, car ces hommes étaient des fermiers, des artisans et des ouvriers, dont la perte entraîna des difficultés immédiates pour leurs familles et leurs communautés. Des femmes devinrent veuves, des enfants orphelins, et il n'existait pour eux aucune pension ni système de soutien. Ils devaient simplement survivre du mieux qu'ils pouvaient. Le traumatisme psychologique affecta l'Angleterre pendant des décennies. Les histoires sur les horreurs de la bataille passèrent dans le folklore. Le champ de bataille devint connu comme un lieu hanté. Les habitants locaux rapportèrent pendant des générations entendre des cris et voir des fantômes. Le problème de l'enterrement était si grave que des corps étaient retrouvés et enterrés encore des mois plus tard. Le ravin de Cacbec dut être nettoyé des cadavres pour que l'eau puisse à nouveau couler. L'ampleur de la mort échappait tellement à l'expérience commune qu'elle traumatisa la nation entière. L'Angleterre comptait environ 2 à 3 millions d'habitants en 1461. La bataille de Toulon tua 1% de la population totale anglaise en un seul jour. Proportionnellement, ce serait comme si 700 000 Américains mouraient en une seule après-midi dans une bataille moderne. L'impact sur la conscience nationale fut profond et durable. Les méthodes de mise à mort à Toulon étaient particulièrement brutales en raison des armes utilisées. La bouge anglaise, arme courante des fantassins, était conçue pour accrocher les adversaires, les jeter à terre et ensuite les frapper alors qu'ils gisaient sans défense. Les soldats accrochaient un homme par la jambe ou par le cou, le faisaient tomber puis le battaient à mort par des coups répétés. Les haches d'armes étaient conçues pour pénétrer l'armure par la force de l'impact. Un soldat habile pouvait écraser un casque et tuer instantanément d'un coup de hache d'arme, ou briser des bras et des jambes, immobilisant ainsi l'adversaire pour les coups finaux. Les marteaux de guerre avaient une pointe à l'arrière qui pouvait percer une armure de plate lors d'un coup direct. Les découvertes archéologiques de la fosse commune montrent de nombreuses blessures à la tête chez les individus, suggérant que les soldats étaient frappés à la tête à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'ils meurent. Ce n'était pas une mort rapide. La plupart des soldats mouraient lentement des suites de multiples blessures, par hémorragie ou suffocation à cause de blessures faciales, allongés dans la neige parmi des milliers d'autres mourants. L'horreur était amplifiée par la durée. 10 heures de combat ininterrompus signifiaient que les soldats combattaient jusqu'à ce qu'ils ne puissent littéralement plus lever les bras. Ensuite, ils continuaient à se battre avec leur dernière force jusqu'à ce qu'ils meurent d'épuisement ou soient tués par des ennemis légèrement moins épuisés. La tempête de neige ajoutait une couche supplémentaire de souffrance, les températures glaciales, l'humidité et la visibilité réduite ne faisaient qu'aggraver la situation. Les décisions des commandants à Toulon font encore débat parmi les historiens militaires aujourd'hui. Les commandants lancastriens commirent des erreurs critiques. L'abandon de la position défensive en raison des pertes causées par les flèches était probablement correct compte tenu de la situation, mais ils ne parvinrent pas à coordonner l'attaque, de sorte qu'elle se transforma en une mêlée écrasante au lieu d'une frappe décisive. Leur négligence à sécuriser l'aile gauche permit à l'arrivée de Norfolk de changer le cours de la bataille. Édouard IV, malgré sa jeunesse, fit preuve d'un excellent commandement tactique en maintenant la ligne sous la pression lancastrienne et en passant à la contre-attaque au bon moment. Son exemple personnel de combat dans les premiers rangs fut crucial pour le moral. Les soldats médiévaux craquaient et s'enfuyaient s'ils croyaient leur cause perdue.
La présence et le courage évident d'Édouard maintinrent cependant les Yorkistes au combat même dans les moments où beaucoup d'autres auraient fui. La décision de ne pas faire de prisonniers était stratégiquement sensée, mais moralement terrifiante. Elle garantissait que les nobles ennemis ne pourraient pas se regrouper pour une nouvelle résistance, mais elle garantissait aussi un maximum de pertes en vies humaines et créa une vendetta qui dura des générations. Édouard gagna la sécurité au prix de dizaines de milliers de vies et d'une hostilité durable de la part des partisans des Lancastres. La mythologie autour de Tywin se développa rapidement. En quelques décennies, la bataille fut décrite comme un jugement divin, la tempête de neige étant perçue comme une intervention divine en faveur d'Édouard Yves. Les réformateurs protestants utilisèrent plus tard Tywin comme preuve de la barbarie de l'Angleterre catholique, une propagande commode qui ignorait la complexité religieuse de la guerre des Deux Roses. Les historiens victoriens romancèrent la bataille comme un exemple de l'esprit combatif anglais, ce qui était un non-sens nationaliste masquant la tragédie de la guerre civile. Les historiens modernes reconnaissent Tywin pour ce qu'elle était vraiment, une bataille catastrophique de guerre civile, où les ambitions dynastiques conduisirent à un massacre sans précédent d'Anglais par des Anglais. Les chiffres des pertes restent contestés, les estimations allant de 20 000 à 42 000 morts, mais même une estimation prudente en fait la bataille la plus sanglante de Grande-Bretagne. Les preuves archéologiques confirment la brutalité, mais ne pourront jamais livrer tous les morts, car ils furent enterrés dans de nombreuses fosses communes qui restent non découvertes. Le ravin de Cackbeck, où des centaines ou des milliers de personnes se noyèrent ou furent tuées en tentant de s'enfuir, n'a livré que peu de restes, car les corps furent emportés par le courant ou enterrés directement sur place. Le champ de bataille lui-même a été modifié par des siècles d'agriculture, rendant impossible une étude archéologique complète. Les conséquences à long terme de Tywin façonnèrent le paysage politique de l'Angleterre pendant des générations. La victoire des Yorkistes assura le trône à Édouard Yves jusqu'en 1470, date à laquelle Henri VI fut brièvement restauré, puis définitivement après le retour d'Édouard en 1471. L'élimination de la noblesse lancastrienne à Tywin créa cependant un vide de pouvoir qui contribua à l'instabilité. Lorsqu'en 1483 Édouard Yves mourut et que son frère Richard III s'empara du trône, le conflit qui s'ensuivit mena à la bataille de Bosworth en 1485, à la victoire d'Henri Tudor et au début de la dynastie Tudor. Les historiens soutiennent que la dévastation de la classe noble anglaise à Tywin facilita en réalité la consolidation du pouvoir par les Tudors, car il y avait moins de nobles puissants pour s'opposer à une monarchie centralisée. La guerre des Deux Roses ne se termina pas par la réconciliation, mais par l'épuisement. Les deux camps s'étaient massacrés si complètement que les survivants n'avaient plus la force de continuer. Tywin fut le point de bascule où le conflit devint insoutenable. Où le coût humain dépassa ce que le royaume pouvait supporter. Les créateurs de mythes Tudors qui suivirent, notamment Shakespeare dans ses pièces historiques, transformèrent la guerre des Deux Roses en contes moraux sur l'ambition et la justice divine. La réalité était cependant plus simple et plus laide. Les rivalités dynastiques et les ambitions nobiliaires tuèrent des dizaines de milliers d'Anglais ordinaires qui n'avaient aucun intérêt à savoir qui portait la couronne, mais qui moururent sur des champs gelés parce que leur maître le leur avait ordonné. Le 29 mars 1461, l'Angleterre vécut son jour le plus sombre, lorsque 50 000 hommes ou plus se rassemblèrent sur une plaine enneigée du Yorkshire et passèrent 10 heures à s'entretuer avec une efficacité brutale. Lorsque la rivière Cackbeck devint un pont de cadavres, lorsque la neige rougit sur des kilomètres, lorsqu'environ 1% de toute la population anglaise périt en une seule après-midi. La bataille de Tywin ne fut pas glorieuse. Elle ne fut pas héroïque. Ce fut une boucherie à l'échelle industrielle, où des hommes épuisés et gelés s'entretuèrent à coups de bâton dans une tempête de neige parce que leur commandant le leur avait ordonné et parce que le conflit politique médiéval avait dégénéré en guerre totale où perdre signifiait la mort. Ce jour-là moururent 28 000 hommes, pour la plupart de simples soldats dont les noms ne furent jamais enregistrés, qui moururent pour des choses qu'ils comprenaient à peine, et qui furent enterrés dans des fosses communes et oubliées, à l'exception de simples chiffres dans les chroniques. Le champ de bataille lui-même a guéri. Le Cackbeck coule clair, les villages ont été reconstruits. L'héritage demeure cependant, la bataille la plus sanglante de l'histoire britannique. Un témoignage des horreurs de la guerre civile et un rappel que la guerre médiévale, dépouillée de sa mythologie romantique, était barbare au-delà de la compréhension moderne.